Merci pour les personnes présentes. Meilleurs vœux de la part de l'association, les Amis du Temps d'Esprit. Nous accueillons aujourd'hui Claude Poulain. Je suis très content d'accueillir Claude. Nous sommes très contents de l'accueillir. J'y reviendrai. Je voudrais faire quelques annonces rapidement. La prochaine conférence aura lieu jeudi prochain, 19, avec Christian Godin. On ne présente pas Christian Godin, tout le monde le connaît, je crois que... Par contre, la thématique, c'est donc la société schizophrène. La société dans laquelle nous vivons est en train de connaître des bouleversements majeurs. Parmi ceux-ci, la perte de la cohérence d'ensemble apparaît comme le plus important d'entre eux, au point que l'on peut se demander s'il existe encore une société. Mais les contradictions insolubles ne traversent pas seulement l'ensemble de la société, elles touchent aussi les individus jusqu'à leur faire perdre leur objectivité et leur caractère. C'est à cette double métamorphose qu'est consacré le présent essai. Voilà. Je voulais aussi vous présenter, faire allusion à une conférence qui aura lieu lundi dans le cadre de la chaire de médecine et psychanalyse dans la cité, qui organise un cycle de conférences sur le thème de l'hospitalité. Et il y a 3 dates, ça va se passer sur 3 dates. La première, c'est lundi 16, salle Georges Conchon à 19h, donc ici, lundi. La thématique, c'est hospitalité et pratique du don. La deuxième a lieu le mardi 4 avril, hospitalité et habitalité commune. Ça se passera à la Maison des Sports, à 19h toujours. Et la troisième rencontre, toujours sur la thématique de l'hospitalité, c'est quels enjeux éthiques proches et lointains. Et ça se passera le 12 juin, un lundi, et ici, à 19h toujours. Les personnes qui interviennent, ce sont 2 personnes qui sont intéressantes, qui étaient venues dans le colloque que avait organisé Médecine et Psychanalyse dans le mois de septembre. Il y a Farrugia Rossini, qui est psychiatre, psychanalyste, chercheur associé à la chaire de philosophie à l'hôpital Sainte-Anne, GHU Paris. Elle est enseignante chercheuse, je ne sais plus, en psychopathologie et psychanalyse à l'Université de Paris, et elle s'occupe de l'unité de recherche psychanalytique, médecine et société. Voilà. Il y a également Bruno Della Porta, qui est un médecin néphrologue à la Fondation Santé des étudiants de France. Il est docteur en sciences et en éthique médicale, président de la SFNDT, qui est la Société francophone de néphrologie, dialyse et transplantation. Il est chercheur associé à l'Espace Éthique, région Île-de-France, auteur du livre « Prendre soin du prochain, prendre soin du lointain, Bayard 2021 ». Voilà. Voilà. Et puis encore une chose, les rencontres philosophiques que certains connaissent organisent une rencontre le mardi 17 avec quelqu'un que tout le monde connaît ici, Alain Reynaud, ici présent, qui fera une conférence autour du thème de Marx à Teilhard de Chardin, une même recherche de l'unité de l'homme. Et c'est donc mardi à 18h30, salle 4, Jean Richepin. Voilà. Ben, je crois qu'on va passer aux choses sérieuses, si on peut dire. Claude. Claude, je présente Claude, pour ceux qui ne le connaissent pas. Claude est statisticien, pas facile à dire, hein, pas facile à dire. Et il a fait toute sa carrière à l'INSEE, où il a travaillé à l'informatique, à la coordination statistique et à la sécurité des fichiers. Il a aussi enseigné l'informatique à l'ENCAE, qui est l'École nationale de la statistique et de l'administration économique, et aussi à l'école de l'INSEE. La thématique de ce soir qu'il va aborder, c'est un sujet assez complexe. Si je voulais dire que, bon, on se connaît depuis un certain temps, je considère comme un ami, oui, vraiment, et on a eu l'occasion de faire des choses ensemble. Je pense entre autres à l'appel des appels, avec Boris, en 2008, c'était un mouvement qui était intéressant, et puis aussi le fichier base élève, je te rappelle, avec la livraison d'hommes. Et bon, et d'ailleurs, c'est comme ça que je l'ai connu. Et donc ce soir, c'est Safari ou la chasse aux Français, un pan d'histoire du fichage informatique. Ça se passe en 1970, ça concerne l'INSEE. Et là, je vais te laisser le rôle à toi, Claude. Et merci. Bonsoir, merci. Merci d'être là.
aux amis du temps des cerises de m'avoir invité. Ça, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Prends l'autre pièce. Je vais lui dire. C'est bon? Ça te va? Je vais lui Ça dire. va mieux? Ça va mieux là? Bon, c'est un honneur d'être invité par les amis du temps des cerises quand on sait le défilé de personnes célèbres qui sont venues donner des conférences. J'ai moi-même assisté à une série d'entre elles à l'école de commerce, à la fac, maintenant ici, et beaucoup d'autres derrière un écran chez moi, dans la lointaine banlieue. Ce soir, je voulais vous parler, je vais vous raconter en fait une histoire de fichier. C'est pas très drôle, mais j'espère que vous n'allez pas être déçus du voyage. J'ai essayé d'organiser ma présentation de ce soir plus comme un spectacle que comme une présentation d'un rapport ou d'une thèse, sachant que le rapport et la thèse sont sur Internet, et donc celles et ceux d'entre vous qui voudraient avoir des informations méthodologiques sur les sources, sur les controverses, etc., ben, ils vont voir ça sur l'écran et je vous épargnerai ce genre de choses pas très drôles. Donc je vais vous raconter une histoire d'un fichier. Bon, c'est pas un fichier très spectaculaire, c'est pas un fichier de police, c'est pas un fichier DRG, c'est pas un fichier du commerce. Il contient des choses triviales, le nom patronymique des personnes, leur prénom, s'il y en a un ou s'il y en a deux, sont dedans, la date et le lieu de leur naissance. Pour résumer l'ensemble de ces informations élémentaires, un numéro qui va correspondre strictement au nom, prénom, date et de naissance. Donc vous voyez, il est très simple. Il a cependant des caractéristiques un peu spéciales qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est que dans cette salle, à moins qu'il y ait des touristes japonais de passage qui sont trompés de salle pour venir ici, nous avons tous ce numéro, nous sommes tous dans ce fichier. Si nous avons des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, ils sont tous dans ce fichier. Et chose plus incroyable encore, si nous avons, et nous avons certainement des parents et des grands-parents, ils sont également dans le fichier, à condition d'être nés après 1881. La seule différence qu'il y a entre les grands-parents, les arrière-grands-parents et nos enfants, c'est que les uns sont toujours vivants, alors que les autres sont décédés. Il y a donc dans le fichier un petit ajout par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la date et le lieu de leur décès. Voilà ce fichier. Ce fichier a trois objectifs qui sont très liés entre eux. Le premier, c'est de certifier l'écriture des noms. Si vous vous appelez Martin, pas de problème, Martin, ça s'écrit comme ça se prononce, tout le monde écrit Martin, même l'employé le plus... Bon, si votre nom se met à se complexifier un petit peu, c'est un problème. Poulenc est un nom que je pensais courant. Le nombre de fois, on m'a demandé s'il y avait un L ou deux L, si c'était Yen ou Ayen, et le nom est simple. Moulin a dû avoir des problèmes de ce genre-là. Mais en France, pays d'immigration, vous avez des noms polonais, basques, alsaciens, etc., dont l'orthographe est évidemment très difficile à transcrire. Et quand il a été transcrit à partir d'une inscription manuscrite sur un formulaire, vous voyez que nécessairement il y a des erreurs. Bon. Donc la première fonction de ce fichier, c'est de sceller une orthographe des noms. Si vous voulez, dans le temps, on disait que le maître, c'était une tige de platine déposée à Sèvres. Et bien là, le nom de référence, notre nom de référence, il est dans ce fichier écrit tel quel. Vous me direz s'il y a eu une erreur. On peut faire changer. Il faudra plaider la cause et, au passage, payer au nombre de lettres que vous voulez modifier et un jugement du tribunal pour l'entériner. Je me souviens, au début de ma vie professionnelle, on a reçu une note de service en disant
M. Le Tocard, qui était un cadre important de l'INSEE, s'appelle désormais Lestan. Vous êtes prié désormais de l'appeler sous ce nom. Donc il avait jugé et il avait plaidé auprès du tribunal que Le Tocard, pour un grand intellectuel polytechnicien, c'était pas terrible. Donc il avait fait modifier son nom en Lestan. Donc c'est possible, mais ce sont des exceptions qui coûtent cher. Pour le reste, il y a déposé dans ce fichier l'orthographe de nos noms et de nos prénoms. De même, de la date et du lieu de naissance. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de sceller ces ensembles d'informations avec un numéro. De sorte que cet ensemble d'informations génère un seul numéro, et à ce seul numéro va correspondre qu'une seule personne. Et ça, c'est scellé complètement. Et ce scellement entre le code, un code numérique calculé, et le prénom, va permettre d'utiliser les noms à la place des noms. Ce qui évidemment fait le plaisir des informaticiens. Les noms, il y en a qui ont mis une lettre, c'est avec un ministre appelé O, il y en a dont le nom, il faut 3 lignes, des orthographes pas possibles, mettre ça dans des fichiers, c'est la galère. Donc on remplace tout ça par un numéro. Il est un peu long, il fait 13 chiffres, mais on est sûr, là, de pouvoir travailler de façon plus pratique. Et donc les informaticiens sont à l'origine d'une forte demande de ce genre de standardisation, et vous avez ça partout, les numéros de clients dans le commerce, les numéros d'adhérents, je suppose, aux ATDC, etc., etc. Voilà les 3 objectifs. Alors, voyons un petit peu comment ça s'est passé. Tout commence avec une personne qui s'appelle René Carmille, et de façon un petit peu originale, je pense, je vais vous décrire une invention tout à fait considérable qui est l'œuvre pratiquement d'un seul homme. Il a eu des collaborateurs, il a embauché énormément de personnes, mais il a, à ma connaissance, toujours travaillé seul. Il est né en 1886 dans un petit village de Dordogne, très beau là, petit village de quelques centaines de personnes. Ses parents tiennent l'école. Il fait ses études à Bordeaux, et figurez-vous qu'il rentre à l'école polytechnique. Aujourd'hui, des fils d'instituteurs à Polytechnique, à mon avis, il ne doit pas y en avoir des masses. Il y a certainement beaucoup plus de polytechniciennes et de polytechniciens dont les parents sont eux-mêmes polytechniciens ou professeurs de faculté, etc. etc. Donc, un fils d'instituteur, en plus de la campagne, une campagne profonde, sorte de polytechnique, ça donne déjà un petit peu une dimension du personnel. Sans faire de sociologie de comptoir, ça nous fait quelqu'un qui est extrêmement brillant pour avoir passé un certain nombre d'obstacles, mais qui, dans sa vie ultérieure, en tant que polytechnicien, aura quelque chose qui va lui manquer toujours, c'est les réseaux familiaux, qui fait que ses collègues, à la sortie de Polytechnique, intègrent les grandes administrations, les grandes entreprises, les ambassades, etc. Lui, quand il va sortir de l'école polytechnique, il va rester à l'armée. Il va rester à l'armée, et puis assez vite, alors heureusement, la guerre arrive, il est évidemment mobilisé, comme il est polytechnicien, il va dans l'artillerie parce qu'il y a beaucoup de calculs à produire, il est blessé, il est décoré, la guerre se termine, il est affecté à l'état-major, il s'ennuie, et il va passer par concours ce qu'on appelle le conseil, le contrôle général de l'armée, le CGA. C'est un groupe de hauts fonctionnaires, ils sont tous généraux de grade, qui est à la disposition directe du ministre. Ils sont rassemblés. Et le ministre en fait ce qu'il veut, des contrôles, des audits, des préparations de nouveaux dossiers, des choses comme ça. Si vous voulez, c'est un petit peu ce qu'est l'inspection des finances à Bercy, ou l'IGAS, pour ceux qui connaissent, aux affaires sociales. Une équipe, une espèce de commando de hauts fonctionnaires qu'on met sur les sujets que les ministres décident. Et là, il y rentre en 24, et ça lui plaît bien. Il fait un certain nombre de missions, d'abord auprès des entreprises qui dépendent de l'armée, puisqu'il est
ministère des Armées. Et vous savez que les entreprises d'armement, en général, c'est plutôt à la pointe de la technique. On ne fait pas d'économie sur les armes. Donc ce sont des entreprises modernes qui utilisent une méthode moderne. Et là, il découvre notamment une organisation moderne de l'information comptable et organisationnelle de l'entreprise. On ne lui a pas appris à Polytechnique, la comptabilité, ça c'est sûr. Donc il apprend tout ça, et il observe que pour la partie de gestion du personnel, il y a du monde, hein, c'est les poudres, c'est les munitions, c'est la construction des armes, il y a du monde dans tout ça, il faut les payer quand même. Il s'aperçoit que pour la gestion du personnel, le pivot de l'information, c'est le numéro matricule de la personne salariée. Et c'est grâce à ce numéro matricule qu'on va répercuter dans les différents services de l'entreprise, dans les ateliers de production, pour celui qui s'occupe de la formation, pour celui qui s'occupe des congés, pour celui ou celle qui s'occupe des questions sanitaires. Tout ça, ça va être relié entre eux grâce à ce numéro matricule. C'est une méthode qui a été expliquée, généralisée, par un nommé Ferdinand Taylor. On connaît le taylorisme, on connaît le travail à la chaîne, mais il a aussi travaillé énormément sur l'organisation de l'information dans les entreprises. Première chose qui l'intéresse. Un peu plus tard, il fait une autre mission, ou plutôt dans un autre secteur des entreprises, où là, il rencontre des machines tout à fait intéressantes qui, exploitant des bouts de carton dans lesquels on a fait des trous, vont permettre d'enregistrer et de relire de l'information pour faire des calculs, pour l'imprimer, etc., etc. Et ça, je trouve ça tout à fait saisissant. Il se renseigne, il fait des stages, il visite même des constructeurs en France, en Allemagne et en Angleterre, et il devient un petit peu un expert, c'est un grand mot, mais en tout cas, il voit tout à fait à quoi peut servir ce genre de choses. Alors, peut-être que dans la salle, vous n'avez pas tous une idée précise. J'ai oublié de dire ce que tu avais demandé de se rapprocher des... Bon, c'est ça. Une idée précise de ce qu'est la mécanographie, ça travaille avec des cartes perforées. Et là, je vous en projette une. Vous voyez que c'est grand comme ça à peu près. Il y a 10 lignes et 80 colonnes. Et c'est divisé en zones. Et si vous avez une zone au milieu qui est décodée en haut par 1947, vous voyez qu'il y a un 1 dans cette colonne-là, première ligne, un 4. Il y a 1, alors là c'est parti par là, par 2. Il y a 1, 9, 4, 7, qui sont représentés par ces petits trous faits dans le carton. Vous voyez que l'intérêt de ce genre de choses, c'est que l'information est enregistrée par ces trous qui sont dans les colonnes, et ça veut dire qu'il va y avoir des machines capables de lire ces enregistrements. Je vous présente une de ces machines. Ça, c'est les machines qui vont faire des petits trous, ça s'appelle des perfos. Ça, c'est une machine qui va les trier. Vous avez dans la partie droite un magasin dans lequel on met une pile de cartes, il y a un petit coin qui est coupé dans les cartes pour permettre de vérifier qu'elles sont bien alignées. Et selon un programme qui est dans ce petit carré blanc en dessous, les cartes vont être lues. Alors la lecture, c'est élémentaire. Il y a un cylindre métallique qui est sous tension. Et au-dessus, il y a 80 petits pinceaux qui vont vérifier que le courant passe ou ne passe pas. Si le courant passe à travers un trou, il suffira de voir à quel endroit se trouve le cylindre pour savoir si c'est un 1, un 2, etc. Vous voyez, le principe, c'est une façon de dire qui est... Alors, le problème, c'est que ça va à une vitesse folle, ça fait à peu près 1000 cartes à la minute, il faut que ça soit solide, etc. Et selon le programme que vous aurez donné, vous avez ici des casiers, et au passage, la carte va être piégée et va venir se mettre dans le... C'est une trieuse. Et ça fonctionne, je dis, à 1000 cartes. Bon, je ne vais pas m'attarder, ça c'est une machine plus imposante, qu'on appelle une tabulatrice, où il y a notamment au milieu, vous voyez,
ce qu'on a appelé un listing plus tard, hein, un papier avec des trous sur les côtés pour entraîner et faire avancer, c'est une imprimante, mais avant vous avez un calculateur et vous avez, et toujours le programme, là il se trouve derrière, on ne voit pas bien le programme. Ça c'est une machine à interclasser, on a deux fichiers, il y a un code commun entre les deux fichiers, on met dans deux magasins et ça va rechercher les cartes qui ont ensemble le même identifiant. Et ça, c'est un programme. Les informaticiens qui sont dans la salle disent c'est un programme, c'est donc un énorme, les tableaux, ça s'appelle un tableau de connexion, ça fait 1 mètre sur 60 à peu près, c'est plein de trous. Les trous représentent des colonnes, représentent des accumulateurs, représentent des comparateurs, des choses comme ça, et avec des ficelles, c'est-à-dire un fil électrique qui a 2 broches, on dit ce que je lis dans la colonne 27, je vais le mettre dans l'accumulateur numéro B6, et je vais matériellement établir la liaison. Donc, voilà ce que c'était des programmes à l'époque. C'est ce qu'on fait quand on écrit if quelque chose ou tout autre chose. Hein. Mais là, ça se faisait physiquement mécanographique. Prodigieux. On pensait qu'à l'époque, la seule automatisation qu'on avait, c'était les calculatrices, grâce à Pascal, et les machines à écrire. Pour le reste, c'était à la paluche. Enfin, les photocopieuses n'existaient pas. Les photocopieuses, ça apparaît pour les Américaines en 1938. Donc c'était vraiment quelque chose qui bouleversait complètement le traitement de l'information. Et curieusement, spécifiquement, avait été créé par un nommé Ulrich, Hermann Ulrich, un autre ingénieur américain, pour les besoins du recensement des États-Unis. Et longtemps, ça s'est appelé les machines statistiques, avant de s'appeler la mécanographie, qui est entrée en France au début donc, du siècle, dans les années 30, en fait, où Carmi les découvre, pour faire de la comptabilité dans les banques et les assurances essentiellement. Donc il découvre ça. Je voulais terminer par cette image, c'est les cartes du recensement des États-Unis. Vous voyez le paquet, vous voyez le tonnage que ça peut représenter. Donc le problème de la mécanographie, c'était aussi que c'était des objets physiques. La place d'une carte dans un fichier, il faut la changer comme ça. C'est pas comme ce qui va se trouver sur une bande magnétique, une cassette ou je ne sais quoi. Autre inconvénient de ce caractère physique de la carte perforée, c'est que dans ma trieuse de tout à l'heure, s'il y a un incident, par exemple l'opérateur laisse tomber ses lunettes dans le chemin où elle défile à 1000 cartes à la minute, il y a une dizaine de cartes qui giclent. Bon, alors, il faut bien récupérer les bouts de carton et les reperforer. Donc vous avez aussi le fait que, comme c'est physique, pour charger ce genre de machine, on les prend dans un tiroir, entre le pouce et l'index, et on vient les mettre dans le magasin. Bon, inutile de vous dire que vous prenez les pieds dans un fil ou n'importe quoi, votre paquet vous échappe et vous êtes mal. Il vous faut des heures pour repasser dans les grilleuses et tout. Donc vous voyez, il y a tout de même des contraintes qui sont importantes, mais laissons passer les contraintes. Il y avait un saut technologique dans le traitement de l'information qui était tout à fait important. Donc, il découvre ça dans les entreprises, il travaille à un plan comptable, il écrit un bouquin sur l'économie, et il se fait muter, alors je ne sais pas, les historiens ne le disent pas, il se fait muter dans les bureaux de recrutement de l'armée. On est dans les années 30, 33, 34. La France prépare des armées parce qu'il y a peut-être des bouilles-bottes de l'autre côté, donc il faut qu'on ait des services de recrutement qui soient un peu tip-top, et on envoie René Carmi pour les moderniser. Il se dit, ok, je vais pouvoir appliquer dans les bureaux de recrutement, il y en a 10 en France, ma technique mécanographique que j'ai vu fonctionner dans les entreprises d'armement. Et la première chose à laquelle il s'attelle, c'est la correspondance entre les noms des recrues et la façon dont il va coder
dans les cartes perforées ce nom des recrues. Et il va inventer, qu'il avait fait une matricule dans les entreprises, il va essayer d'inventer un matricule pour les nouveaux recrues. C'est à peu près ici. Alors, l'identifiant qu'il va inventer, bien entendu, comme identifiant, il faudra absolument qu'une recrue ait un numéro et que le numéro ne corresponde qu'à cette recrue. Identifiant strict, le plus structuré possible. Je prends l'exemple, j'ai pris une Julie Martin dans le bureau de recrutement de l'armée à l'époque. Il devait y avoir peu de Julie, mais je vous parle de cette anticipation. D'abord, il veut coder le sexe. 1 pour les hommes, 2 pour les femmes. Donc, on va commencer le chiffre par la perforation de l'indice. L'année de naissance, pour gagner des colonnes, parce qu'on essaie toujours d'économiser l'encombrement du fichier, il va se contenter du 41. Donc le 19, 1941 sera représenté uniquement par 41. Le mois de naissance, ça va de soi, donc de 0 à 12, tout le monde a l'habitude, même dans les années 30, il prend 0 à 12. Alors le lieu de naissance, ça c'est un problème. Si Julie Martin est née à Cournon, Cournon encore c'est pas trop long, mais vous avez une variation dans les lieux de naissance, dans l'orthographe des lieux de naissance, qui vaut bien les différences qu'il y a pour les noms patronymiques. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien c'est simple, il crée de toutes pièces un code géographique qui va contenir les départements. Alors il va les prendre, il va les trier par ordre alphabétique, de l'un jusqu'au dernier, je ne sais plus quel c'est, et il va leur mettre 01, 02, 03, 03 c'est l'Allier, etc. 63, ça sera le Queen. Et pour les communes, il fait pareil. Pour chacun des départements, il classe les noms de communes par ordre alphabétique, et il commence 01, 02, etc. Et Cournon a le numéro 124. Donc il va perforer et il va prendre comme identifiant 63, 124 pour le lieu de naissance. Vous avez un autre numéro qui va le remettre derrière. On ne sait jamais, il pourrait y avoir des doublons. Pour être sûr qu'il n'y en ait pas, il rajoute une couche. C'est l'ordre de naissance dans la commune de naissance. Et cette Julie, c'était la 25e naissance à Cournon au 21 avril 1941. Et voilà son identifiant en dessous, 2, 41, 04, 63, 124, 025. 13 chiffres. D'accord? Pratique. Ça ne vous rappelle rien, ça, au passage? Bon, je vois des sourires. On est en 1933, donc il ne s'agit pas de ce que vous croyez, encore. Ayant fait cette expérience, il rassemble tout ça dans un bouquin, la mécanographie dans les administrations. Ça, c'est l'exemplaire de la bibliothèque Lafayette à Clermont-Ferrand, dans lequel il décrit la mécanographie, les identifiants, l'organisation de l'information dans les entreprises. Et il dit, strictement, il dit ces principes-là qui permettent aux entreprises de fonctionner rationnellement et rapidement, pourquoi grand Dieu ne pas les appliquer dans l'administration du pays? Si ça marche pour les uns, pourquoi ça ne marcherait pas pour les autres? Et au passage, vous voyez qu'il a, consciemment ou pas, organisé son numéro d'identification pour être parfaitement généralisable. Par exemple, il a mis le sexe en position, alors qu'à l'époque, il n'y avait que des soldats hommes. Mais dans le livre qu'il présente, où il décrit complètement la définition d'identifiant, et il n'y a pas une virgule à changer dans sa définition par rapport à ce que nous avons aujourd'hui, il décrit rigoureusement ce numéro qui sera valable pour toute la population jusqu'à nos jours. Donc, il publie un bouquin, en plus d'un autre qu'il a publié sur l'économie, où il appelait ça une économie objective. Il avait, comme il s'intéressait à l'économie et à la statistique, il avait une dent contre
le service officiel de statistique de l'époque, qui s'appelait la Statistique Générale de la France, où au passage, il avait d'anciens potes de Polytechnique qui sévissaient, et il les accuse de faire de l'économie, de spéculer sur l'économie, de donner des avis d'experts, et de ne pas être du tout fondé sur des faits observés. Et son bouquin, il l'intitule « Traité d'économie objective », c'est-à-dire qu'il sera obtenu par observation et déduction de choses qui ont été correctement mesurées et transcrites. C'est pas le sujet, mais vous voyez que dans les pays de l'Est du temps de l'Union soviétique, la comptabilité nationale était réalisée à partir de totalisations comme ça, d'entreprises, de secteurs d'entreprises, de branches, de régions et tout. Faire les comptes de la nation, c'était faire des additions les unes derrière les autres. Il y avait vraiment une objectivité là, qui était... Donc, il écrit un livre, il écrit des articles dans les sociétés, dans les revues de statistiques, d'économie, des choses comme ça, il fait des conférences, il enseigne dans les grandes écoles, il raconte l'expérience des centres de recrutement, et rien ne se passe. Là, son livre, la première édition, il publie en 1936. Il y a 13 éditions successives qui sont faites. C'est donc un succès libraire, pour un sujet quand même pas très drôle. Il a présenté tout ça, et le Front populaire, qui a eu le pouvoir à ce moment-là, ne mouffe pas, rien ne se passe. Alors, j'ai malheureusement pas eu le temps d'aller voir les archives pour s'il y a eu vraiment des discussions au niveau du pouvoir de l'époque, c'était pas la dignité du ministre des Armées, ou si les ministres de l'économie et tout, voyant que ça vient des armées, c'était pas intéressant, enfin, je sais pas. En tout cas, il n'y a rien, il n'y a pas eu du tout de relais pris sur les propositions de l'État. Vous reconnaissez ça, on est cette fois à Rotonde, la guerre a été déclarée, la France est battue à plat de couture, et dans le wagon de Rotonde qui avait servi à signer la fin de la guerre 14, la France signe l'armistice. J'ai appris à l'époque, et j'avoue que j'étais tout à fait surpris, que je savais qu'il y avait des généraux qui avaient rejoint l'Angleterre pour continuer la guerre, notamment un qui s'appelait De Gaulle, bien connu. Je savais aussi d'autres qui étaient ravis que la France, le travail de la patrie soit désormais au pouvoir et qui étaient prêts à collaborer plein pot, non seulement avec le maréchal, mais aussi avec le Liban. Mais il y avait une troisième catégorie dont j'ignorais complètement l'existence, c'est ceux qui voulaient, tout en restant Vichy, préparer une nouvelle armée qui allait bouter hors de France l'Allemand quand le mouvement se retire. Et pas des moindres, le chef de la délégation d'armistice, le général Huntzinger, était complètement au courant de ce projet-là. Les historiens discutent pour savoir si Pétain était au courant ou pas. Bon, je n'ai pas de réponse, ils ne vont pas donner une réponse bien nette, mais il était vraisemblablement. Donc des généraux, des colonels, des officiers disent on va préparer en France, dans la zone sud, bien entendu, pas dans la zone nord, dans la zone sud, on va préparer une nouvelle armée qui va, quand ce sera possible, et je pense qu'il disait que pour les Alliés voudront libérer la France, va pouvoir se joindre à l'opération et être en activité. Ils font planquer tout ce qui peut rester comme moyen de transport, armes, un peu lourdes, etc., qui dissimulent dans des granges, des entrepôts, dans des grottes, comme ils peuvent, pour que les Allemands ne voient pas tout ça. Et, évidemment, maintenant, il s'agit de trouver comment mobiliser une armée qui était voulue à 300 000 personnes, 300 000 hommes. Sachant que on est sous Vichy et que les Allemands tout de même ne sont pas loin. Les Allemands ne sont pas loin. Donc il faut faire ça plan d'eau. 300 000 personnes, c'est pas tout à fait rien. Et il y en a un de la bande, je ne sais pas lequel, les historiens le savent peut-être, qui dit mais au fait, le Carmi, là, il vient de refaire tout ce qui est la mobilisation des bureaux de recrutement. Et il a des machines extraordinaires, miraculeuses, on ne sait pas trop comment ça marche, mais ça a l'air de marcher. Peut-être qu'il pourrait nous aider à préparer un fichier de 300 000 personnes
qu'on est capable d'exploiter, c'est-à-dire d'imprimer pour envoyer les ordres de mobilisation à travers toute la zone du Sud. Il contacte Carnille, et Carnille saute sur l'occasion. L'un de ses collaborateurs dit, j'ai dû le noter là dans un coin, peu importe, vraiment, il saute sur l'occasion. Alors évidemment, le débat entre les historiens, c'est sans doute en grande partie par patriotisme. Après tout, il est général, il a fait la guerre, etc., etc. Donc, c'est une opération qui l'intéresse. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser que ça l'intéresse aussi pour expérimenter son enfant principal, qui est son organisation de la formation économique et sociale. Les deux ont joué. Les historiens militaires de l'armée, a fortiori si ce polytechnicien, disent que c'était un patriote point final, c'est complètement autre chose, et d'autres, plus neutres, disent sans doute qu'il voulait aussi expérimenter ces méthodes statistiques. Alors il accepte et il dit attention, tout ça doit se faire à la barbe des Allemands, et pour que ça soit à la barbe des Allemands de façon efficace, il faut absolument trouver une couverture. Et il dit, eh bien c'est simple, il suffit de créer un service de statistique. Service de statistique, le boulot d'un service de statistique, c'est de traiter des fichiers. Eh bien, côté façade, on fera des recensements, des enquêtes, on calculera des indices, etc. Puis côté cours, on préparera notre fichier de 300 000 personnes. Et les autres acceptent. Et, semble-t-il, Carnille obtient tout. Il obtient la création du Service national de statistique, le SNS. Au passage, il se fait nommer directeur du même service. Il y a les bureaux de recrutement qui sont au chômage, puisqu'il faut plus constituer d'armée, on est sous l'occupation, on va y aller, amener, on va les mettre dans le service de statistique. Donc 7000 personnes arrivent en bloc, réparties dans 10 établissements sur tout le territoire, avec les locaux, le budget, etc. Il obtient tout. Et un décret qui régit tout ça, dont on a l'impression que c'est lui-même qui l'a écrit de sa main. Par exemple, il écrit dans le décret que tout service du pays qui fait de la statistique est désormais sous ses ordres, y compris le service officiel qui s'appelle la Statistique Générale de la France, qui existe depuis des années, ça avait été créé du temps d'Adolphe Le Thienne. Donc, il les prend, et en plus, ce service général de la statistique contenait ses anciens petits camarades de Polytechnique avec qui il était fâché. Donc il les absorbe, il est très content de l'opération. Ils continueront à écrire leurs articles d'experts à Paris, mais nous, on travaillera à la statistique, organisée comme vous l'entendez, et à la préparation de notre fichier. Dès 1941, donc, tout ça se passe, le décret, tout ça, ça se passe en 1940. Dès 1941, il lance 2 opérations. La première, un recensement de la population dans zone sud des personnes de 16 à 65 ans. Vous voyez que dans le fond de sa tête, 16-65 ans, ça, on peut faire des soldats avec ça. Avant, c'est un peu jeune, après, c'est vraiment tranquille. Et ce recensement, qu'il appelle des activités professionnelles, va notamment être un peu développé sur les problèmes de qualification. Ce qui est aussi très utile pour préparer une nouvelle armée. De savoir ceux qui savent conduire un camion, ceux qui savent de l'électricité, etc., etc. Donc il a... Alors, on va regarder ce truc qui est là. Oui, c'est lisible. Il y a des petites particularités par rapport au... Ah oui, j'ai plus le micro. Il y a des petites particularités. Vous entendez là? Non. Bon. Bah, Si, c'est bon, on va il y a des petites particularités par rapport au recensement
auquel vous avez vraisemblablement répondu, puisque ça se fait tous les 10 ans, et ça depuis le 19e siècle. Vous voyez qu'il y a une première différence dans la partie état civil de ce qu'on appelle le bulletin individuel. Il y a le nom, le surnom, le prénom, le sexe, la date de naissance, tout ça. C'est normal, mais vous avez un peu plus loin, oui, quelle est actuellement votre résidence habituelle? Département, commune, rue, numéro. Ça, jamais vous trouverez ça dans un recensement actuel. Et vous voyez des petits bacs à côté pour dire que ça sera perforé. Dans les recensements actuels, certes, les agents censeurs, ceux qui sont dans les mairies, sauront à quelle adresse s'adresser pour que monsieur ou madame un tel remplisse le bulletin, mais ça ne sera jamais enregistré dans les fichiers de la statistique. Et là, ils les enregistrent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire un fichier auquel ils pourront envoyer des ordres de mobilisation. Donc, première modification. Autre modification, vous voyez en haut à droite une zone bizarre qui fait 13 cases. Ça s'appelle un bac de chiffrement. Et vous voyez qu'étrangement, ces 13 cases correspondent strictement à la place où venir coller le numéro d'immatriculation dont on parlait tout à l'heure. Autre particularité encore qui est plus problématique, vous avez à la fin de la première colonne, de l'état civil, dans le chapitre nationalité, vous avez la question numéro 11, êtes-vous de race juive? Première difficulté et débat entre les historiens. Est-ce que Carmi était obligé de mettre cette question? Oui ou non? Alors certains historiens disent rien ne l'obligeait à la mettre, d'autres disent qu'il était dans le régime de Vichy, officiel et tout, le régime distinguait des juifs des non-juifs, il ne pouvait pas ne pas le mettre, ou s'il ne le mettait pas, il risquait des ennuis et compromettre son opération de mobilisation. Bon, je n'ai pas de résultat, mais vous voyez que c'est tout de même un problème considérable. Pourquoi c'est un problème considérable? Parce que ces documents sont sur papier. L'agent censeur qui a déposé le papier dans le ménage pour qu'il soit rempli vient le récupérer et vérifie que c'est correctement rempli. Et donc il tombe sur la réponse à la question 11 et il voit que des gens dont on ne savait pas qu'ils étaient juifs ont répondu qu'ils l'étaient, ou qu'inversement, des gens qui l'étaient notoirement ont déclaré qu'ils ne l'étaient pas. Problème à une époque où les dénonciations étaient, paraît-il, courantes. De plus, l'agent censeur ramène ça dans les mairies, où de nouveau des personnes contrôlent. Et le maire, les gens du conseil municipal peuvent se balader entre les différents dossiers. Donc vous voyez, vous avez là une information qui est extrêmement sensible, qui est un peu étouffant. Ça, je me permets, vous voyez comment l'identifiant qu'on a vu tout à l'heure vient complètement s'intégrer dans cette zone qui est muette. Sur le bulletin, on ne dit pas que c'est le numéro du bulletin. Deuxième opération qui lance en même temps, c'est un répertoire. Alors, un répertoire, c'est exactement le fichier dont je vous parlais en entrée de jeu. C'est un fichier qui va contenir le nom, le prénom, le lieu et la date de naissance et le numéro. Carmi, passant par le ministère de la Justice, fait collecter par tous les greffes des tribunaux français ces informations où des agents, moyennant rémunération spécifique, vont recopier le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance. Les greffes des tribunaux français ont
de droit une copie des bulletins d'état civil des communes. Donc, Carmi fait collecter tout ça pour l'ensemble du pays, cette fois-là, pas seulement de l'ensemble de la zone sud. C'est recopié à la main sur des formulaires. Ces formulaires sont envoyés aux anciens bureaux de recrutement qui sont maintenant des établissements régionaux du service de statistique, qui de nouveau vont les recopier dans un livre dont vous avez ici la reproduction d'une page. On va faire un zoom pour regarder cette page davantage. Vous voyez que c'est du sergent-major, c'est de la plume sergent-major, qui a des lignes dans des pages, que les pages sont reliées dans des ouvrages reliés in folio. C'est des ouvrages qui font à peu près cette taille-là. Et vous avez en haut le département, c'est la Marne, la commune c'est Reims, l'année c'est 1886, donc les naissances de 1886. Et vous avez le nom, le prénom, la date de naissance et à droite le numéro d'identification. Pour la première ligne, 1 86 11 51 454 201. Vous voyez un peu plus bas, en rouge, quelqu'un qui s'appelait Julien Saint-Blampin, qui était né en 86, bien sûr, qui est mort, enfin, en rouge est marqué Verdun, 24 mai 1916. Bon, on imagine qu'il est mort à la bataille de Verdun en 1916. Et vous voyez que cette indication est mise en surcote par rapport à la ligne, et que la ligne est barrée. Mais elle est barrée de telle sorte que l'information soit lisible au-dessous. La première fois que j'ai vu un répertoire comme ça, contrairement à celui-là, le répertoire était relié dans ces fameux bouquins. Ce qui fait que quand vous ouvriez le livre, vous aviez, vous savez, la vague qui se produit. Et que comme les agents devaient rayer les morts, ils prenaient une règle, mais la règle n'épousait pas le truc. Et le chef du bureau, c'était un livre que ça se passait, avait inventé une règle à rayer les morts. C'était simplement une règle en plastique souple qu'on venait insérer dans la rayure, et ça permettait de faire une barre propre sur le. Voilà donc le répertoire. Et le répertoire lui a servi, il le fait en 41, et dès que c'est exploitable, c'est-à-dire dans les mois qui suivent l'arrivée dans les services, il vient recoller ce numéro-là dans les informations du recensement. Donc il a déjà, dans le répertoire, ces informations qui sont là, le nom, le prénom, le numéro, et il y a une première source statistique qui va pouvoir relier par ce numéro, c'est le recensement de sa population. Et il faudrait continuer, bien sûr, parce que mettre une source c'est bien, mais l'idéal, c'est d'avoir suffisamment de sources pour pouvoir construire des fichiers qui répondraient à différents types de questions posées par le pouvoir. Et à l'époque, on est là en 42 à peu près, des administrations qui ont automatisé leurs fichiers, il n'y en a pas. Le simple, il n'y en a pas, ils sont tous au niveau des plumes sergent-major, dans des tiroirs, dans des classeurs suspendus, dans des boîtes, dans tout ce que vous pouvez imaginer. Ben, je vais essayer de montrer l'exemple en créant, ou en participant, ou en aidant à créer des nouveaux fichiers modernes qui vont utiliser cette technologie. Et là, j'allais dire coup de chance, ou de malchance, ça sera à vous d'en juger. Le ministère de l'Intérieur, sur pression évidemment des Allemands, se dit « je veux un fichier de déclaration des changements de domicile. Je veux qu'à chaque fois que quelqu'un change de domicile, obligatoirement, il envoie tout un document au ministère de l'Intérieur disant qui change de domicile, pourquoi, qui il est, etc., etc. » Vous voyez le but de ce genre d'opération. Le ministère de l'Intérieur dit « moi je ne saurais pas faire, ça fait trop de... » Il y avait à l'époque, il y avait plus de 150 000 changements de domicile par an. Il
dit, je ne suis pas équipé, on va demander à Carmi. Carmi dit, oui, d'accord, d'accord. Et le SNS va négocier l'aide technique de constitution du fichier de déclaration obligatoire de changement de domicile par la livraison de données démographiques que lui va pouvoir utiliser dans son service et mettre dans ses bases de données. L'échange de gros procédés. Et évidemment, le débat entre les historiens. Les historiens, j'allais dire militaires, je parle vite, disent qu'il a été obligé de. On lui a donné l'ordre, il n'a pas pu s'opposer à, etc. D'autres disent qu'il a sauté sur l'occasion de pouvoir enrichir son fichier. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, et les deux se mélangent selon des proportions qui restent un peu mystérieuses. Encore une source supplémentaire, et encore au niveau du ministère de l'Intérieur. Les Allemands, se doutant de quelque chose, rendent obligatoire des nouvelles cartes d'identité pour les gens qui habitent Paris et les départements de la façade maritime. Vous voyez aussi l'utilité de la chose. La Haute-Savoie, ils s'en foutent, le Poitou-Dôme, ce n'est pas leur problème, mais le Calvados, etc. Et le même topo que pour les changements de domicile, le ministère de l'Intérieur dit « Ah, moi je ne sais pas faire, c'est trop compliqué ». Et on se retourne vers Carmi, Cavalier pour le changement de domicile, et Carmi négocie la livraison il y a un feuillet spécial dans le dossier de demande de carte d'identité qui est destiné à la statistique, où il y a les informations démographiques dont lui estime avoir besoin. Et je vous montre, ça c'est la déclaration de changement de domicile, et vous voyez que dans ce formulaire, vous retrouvez le bac avec les 13 petites cases dans lequel il va venir coller le numéro matricule qu'il a dans son répertoire. Changement de domicile. Et pour la carte d'identité de français, vous allez avoir la même chose. Vous avez les 13 petites cases qui sont là, dans lesquelles, dans ces services, on va venir coller le numéro. Ce qui fait qu'à la fin du jeu, il a son répertoire maître où il y a le nom et le numéro, et il a la source recensement, les informations de la source recensement de population, la source changement obligatoire de domicile et la source carte d'identité. Il organise ça en même temps. Il organise ça et il met ça dans ce qu'il appelle des dossiers individuels, où on voit une personne avec les différentes informations collectées dans les différentes sources. Alors, et d'ailleurs, il y avait deux appellations, d'après les historiens, les dossiers individuels ou le casier de population. Vous voyez que le casier, c'est un terme un peu proche de casier judiciaire. Et je vous montre là une carte d'identité. Alors sur Internet, des cartes d'identité de ce type, vous en trouvez des dizaines. Vous voyez en haut, à cheval sur les deux petites pages, vous voyez le tampon juif qui est perforé. Il y a beaucoup de cartes où c'était un tampon caoutchouc en rouge, mais ils ont trouvé que c'était trop facile à falsifier. Donc il y a un tampon sec qui fait des petits trous et qui met le... Et donc vous avez cette dame, on voit que ça a été fait en 1943, le 19 novembre 1943. Après ce qu'on trouve à peu près toujours dans les cartes d'identité. Et là, au verso, au verso de cette carte d'identité, le verso qui est impossible à trouver sur Internet. Celui-là, je l'ai obtenu par le mémorial de Drancy. Malheureusement, il y en a beaucoup. Vous voyez qu'à la fin, sur la partie droite, en bas, vous retrouvez 2 67 01 93, etc. Le fameux numéro d'identification. Gardez en tête le fait que la personne, on l'a vu tout à l'heure, était
connu et déclaré comme étant juif, puisqu'il y a le tampon qui perfore, et que son numéro commence par 2, c'est une femme. On en reparlera sur une autre question un peu plus loin. On arrive à la Libération. À la Libération, le service national de Carmi est suspecté d'avoir collaboré et tout le monde est d'accord pour le supprimer. De toute façon, le gouvernement a ordonné de supprimer des documents administratifs toute information qui pouvait rappeler les persécutions pendant la période de Vichy. Donc les informations sur la race, sur la religion, sur les maladies mentales, sur l'appartenance au fichier de Jéhovah, etc., etc., toutes ces informations qui étaient dans les fichiers, il faut absolument les supprimer. Ce qui fait que les dossiers individuels dont je vous parlais tout à l'heure, qui contiennent les changements de domicile, les cartes d'identité, tout ça, ça va au pilon. C'est supprimé. Donc, de son échafaudage, il ne reste que le fichier maître, le répertoire, tout le reste est parti. Donc, on a un bon répertoire de 40-45 millions d'individus qui n'a plus d'utilité. Et un débat qui se pose entre les statisticiens, ceux de la statistique générale de la France, qui se sont fait absorber discrètement en 1941, disent bon, ça y est, maintenant c'est terminé les bêtises, là on reprend les rênes, et ils disent ce répertoire, ça sert à rien, la statistique n'a pas à utiliser des noms, on s'en moque, et la critique est menée par un mécanicien aussi, Alfred Sauvy, dont vous avez peut-être entendu parler, puisque ça a été un grand démographe, il a créé l'IDEL et peut-être autre chose un peu plus tard. Donc, débat pour savoir si on garde ou pas. Ce qui fait que on tarde à savoir ce que va devenir ce répertoire. Sauf que, à la Libération, la sécurité sociale est créée, Ambroise Croizat, qui charge un haut fonctionnaire, Pierre Larocque, de mettre tout ça en œuvre dans ce qu'on appelle le plan de sécurité sociale. Et pour identifier les assujettis qui vont être des millions à ce nouveau service, il a absolument besoin d'un identifiant. Il regarde autour de lui, il voit celui de Carmi, qui a plutôt bonne réputation, puis ça marche bien, il a été mis à jour correctement et tout, il le prend, et personne ne dit rien. Bien avant que l'INSEE soit créé, un an plus tard, en 1946, qui, dans le décret de création, va être le dépositaire du répertoire des personnes qui sera chargé de continuer. C'est pour ça que la sécurité sociale étant ce qu'elle est, le numéro en question est connu aujourd'hui comme étant le numéro de sécurité sociale, alors que c'est le numéro INSEE officiellement, et que c'est un numéro qui a été créé et mis en place par Vichy. Mais ça, on l'a oublié, vu l'utilité de la sécurité sociale de ce fichu numéro à 13 chiffres. Entre la Libération et 70, il y a l'époque où Safari va être créé. Je vais enfin arriver à Safari. Oui, ça marche. L'INSEE immatricule à tour de bras la sécurité sociale, ça fait des millions et des millions de... Alors, immatriculer, ça veut dire que la sécurité sociale envoie un papier avec nom, prénom, date de naissance, etc. L'INSEE regarde s'il a ça dans son répertoire, auquel cas il retourne le numéro, et s'il n'a pas le nom, le prénom, etc., il dit ça marche pas, il y a un problème, et ça va itérer entre la sécurité sociale et l'INSEE jusqu'à obtenir un accord avec une personne qui est déjà au répertoire. Et là, c'est scellé. Il y a donc à faire ça pour des milliers de personnes. Vous voyez que comme le répertoire est toujours sur papier, il faut du monde derrière pour faire le boulot, et c'est rémunéré. La sécurité sociale paye la l'INSEE pour avoir ce numéro. Donc on fait tout ça. Mais il y a c'est une période où l'informatique commence à arriver en France, l'informatique de gestion commence à arriver en France,
dans les années 65, quelque chose comme ça. À l'INSEE, ça arrive en 65. Et toutes les administrations qui ont des fichiers de personnes à créer veulent un identifiant, sinon ils ne peuvent pas travailler. Et plutôt que de s'enquiquiner à en créer un nouveau, ils viennent voir l'INSEE en disant est-ce que vous pouvez. L'INSEE dit ok, mais vous prenez la file d'attente, et puis ça sera tant d'immatriculation. Pas grave. L'éducation nationale, toute l'éducation nationale, tous les élèves y passent. La comptabilité publique, tous ceux qui sont en rapport, toutes les personnes en rapport avec la comptabilité, y passent aussi. Les impôts, Direction générale des impôts, contribuables, toc, on leur colle aussi le numéro. Donc ça marche. Et il y a une file d'attente. Avec les numéros qui ont été attribués dans ces fichiers, les statisticiens de l'INSEE en l'occurrence se disent mais à partir du moment où on a ces identifiants, on va peut-être pouvoir faire des travaux statistiques sur les fichiers administratifs. Par exemple sur les salaires. C'est important qu'un institut de statistique donne des statistiques de salaire qui soient à jour, complètes, détaillées, des choses comme ça. Faire des enquêtes par sondage avec des enquêteurs auprès des employeurs pour avoir ce genre d'informations, c'est la croix et la bannière, ça coûte des fortunes, ils ne veulent pas répondre, enfin, on a les résultats 2 ans plus tard. Tandis que là, vous savez que les employeurs sont tenus de faire une déclaration à la sécurité sociale. À qui ils ont payé quoi? Et c'est identifié comment leurs salariés? Par le numéro à 13 chiffres, bien entendu. Donc, les statisticiens ont dit on va exploiter, on va se mettre d'accord avec la sécurité sociale pour exploiter les fichiers de déclaration de salaire des employés et faire des statistiques. Et ce numéro est très important. Par exemple, pour chaîner les informations d'une année à l'autre, on va voir comment l'évolution s'est faite en utilisant, puisqu'on a l'information au niveau individuel, on va pouvoir voir quels sont les mouvements des augmentations qui au contraire les faits. Autre avantage, si un salarié a plusieurs employeurs dans l'année, eh bien, grâce au numéro, on va pouvoir faire le total des salaires qu'il a touchés. Donc, les statisticiens disent là, on a une mine. Une mine et qui ne coûte pas cher, parce qu'il n'y a pas d'enquêteurs, il n'y a pas à déplacer des gens à travers la France, il suffit de faire tourner les ordinateurs, et ça, ils savent faire. Vous voyez. Donc, vous avez la sécurité sociale qui demande, vous avez les ministères qui se pressent pour avoir des immatriculations, il y a les statisticiens qui disent on va avoir des sources nouvelles pour produire de l'information, et cerise sur le gâteau, c'est l'époque où il y a en France toute une série de rapports officiels sur la modernisation de l'administration française. C'était l'époque du plan calcul, si ça vous rappelle quelque chose. De Gaulle voulait absolument que l'informatique française soit à la hauteur, etc. Et tous ces rapports réclament qu'il y ait des répertoires pour les entreprises, un répertoire qui va s'appeler Sirène, et un répertoire des personnes qui va s'appeler Safari. Donc vous avez une demande de tout le monde d'automatiser, d'informatiser ce fameux fichier. En 70, l'INSEE dit ok, on automatise. Ce qui n'est pas tout à fait rien. Il faut reporter les pages que je vous affichais tout à l'heure, manuscrites, il faut reporter ça sur des cartes perforées, envoyer les cartes à Paris pour les mettre sur bande. 15 tonnes de cartes sur 250 bandes magnétiques de l'époque. Alors ça tombait bien parce que le recensement précédent était terminé, donc il y avait des perforatrices qui pouvaient essayer tout ça, et il y avait des machines qui n'étaient pas encore complètement occupées, puisqu'il faut un temps avant qu'on se mette. Donc, on lance ce projet d'automatisation. Objectif affiché dans l'article qui lance ça, dans la revue centrale de l'INSEE, avec objectif important, étendre l'emploi de ce numéro dans tous les fichiers de l'administration française. Donc on s'organise pour immatriculer non seulement l'éducation nationale et les impôts, mais tous les autres. Et au passage, mais c'est presque anecdotique, presque,
il n'y a pas un mot sur ce qui s'est passé avant. On ne dit pas, Carmi, le nom de Carmi n'est pas cité, l'allusion à la période de la guerre n'est pas évoquée, on ne parle pas de tout ça. On parle pas de tout ça. C'est un projet nouveau, mais qui reprend, vous voyez, le numéro, l'idée de répercuter ce numéro dans les différents services de l'administration, alors que Carmi n'avait pu le faire que pour 2 ou 3 sources. Et une fois qu'on avait répercuté le numéro dans tous les fichiers d'administration, faire des appariements de fichiers, donc je rapproche tel fichier avec tel autre d'une autre administration, pour avoir à disposition de l'information nouvelle croisée pour de nouvelles études. Donc tout ça, c'est du Carmi pur, évidemment, à l'informatique, ce qui n'est pas rien, parce que du temps de la mécanographie, ou même avant la mécanographie, rapprocher des fichiers entre eux, c'était toujours possible à la main. Il suffisait d'avoir un temps illimité devant soi pour aller les chercher dans les différents ministères et faire du collage. Avec la mécanographie, c'était plus l'éternité devant soi, mais c'était quand même des jours ou des semaines de traitement machine. Avec l'informatique, s'il n'y a pas d'identifiant commun, ça va prendre une minute. S'il y a un identifiant commun, ça va prendre quelques secondes. Donc en quelques secondes, je peux faire des appariements de fichiers pour produire une information supplémentaire. Le projet, commencé en 70, se termine en 73. Le budget est respecté, le calendrier est respecté, ça mène, c'est vraiment la situation idéale. Et le 24 avril, je vais vous l'afficher. Le 21 mars 1974, dans le journal du soir de référence, vous avez un journaliste qui publie un article avec Safari ou la chasse aux Français. Alors, que raconte cet article? Je vous le résume dans son point le plus névralgique. L'article dit « Rassembler sur un même nom les informations disponibles dans les différentes administrations, c'est une menace profonde aux libertés individuelles. » Ça, c'est le discours. Donc, votre projet est liberticide. Vous voyez que... on en discutera peut-être tout à l'heure. En tout cas, la thèse, c'est celle-là. Quand vous traitez avec une administration, vous traitez en fonction de textes qui définissent, par exemple, des formulaires que vous pouvez leur envoyer, et les fonctionnaires qui les reçoivent n'ont pas à dire à des copains d'autres administrations « Ah, je viens de recevoir la déclaration d'impôt, monsieur machin », etc., etc. Tout ça est hermétique. Les services les uns par rapport aux autres. À partir du moment où vous avez un système informatique qui permet de décloisonner tout ça de façon extrêmement rapide, vous voyez qu'on arrive dans des situations absolument impossibles. Ainsi, faisant, je ne sais pas si c'est encore le cas, déclarant un permis de construire, j'envoie mon formulaire et que celui à qui je l'envoie va aller voir les impôts que je paye, les diplômes peut-être que je n'ai pas, c'est intolérable. De quel titre les agents publics auraient le droit de savoir tout sur moi? Bon. En tout cas, le lendemain matin, grand scandale, Pierre Messmer, qui est le Premier ministre, sous régime de Pompidou, qui va mourir d'ailleurs peu de temps après, Messmer convoque le directeur de l'INSEE en disant qu'est-ce que c'est que ce truc. Non, il commence par convoquer le ministre de l'Intérieur, Chirac. Parce que l'article que j'ai projeté là, auquel vous pouvez avoir accès facilement sur les archives du Monde, l'article dit « Le ministère de l'Intérieur est en train d'organiser Safari ». Il ne parle pas de l'INSEE du tout. Il parle du ministère de l'Intérieur. Donc, Messmer convoque Chirac. Chirac, j'ai bien fait, monsieur, c'est pas moi, c'est l'INSEE. Donc, on convoque le directeur de l'INSEE, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et le directeur de l'INSEE, j'y étais pas, mais je sais ce qu'il a répondu un peu plus tard. Moi, je fais de la statistique.
Et la statistique, ça ne peut pas servir à faire de la répression individuelle ou du contrôle individuel. Moi, je fais des tableaux, des graphiques, des cartes, j'ai rien à faire de savoir. Bien sûr, j'ai besoin d'informations qui viennent des individus, mais l'information individuelle ne m'intéresse pas. Je veux des agrégats que je peux interpréter statistiquement. En tout cas, il ne convainc pas le Premier ministre qui, immédiatement, envoie une circulaire interdisant, stoppant le projet Safari, suspendant le projet Safari, interdisant le rapprochement des fichiers d'administrations différentes, terminé, et nommant une commission informatique et liberté. Commission qui est destinée à préparer un cadre des rapports entre l'informatique et la population pour que les libertés individuelles soient protégées. Ça va, je vais pas trop vite, évidemment. Là, c'est un petit résumé sur l'affaire Safari. Donc, 21 mars, article du Monde. 29 mars, le Premier ministre interdit que les appareillements nomment la commission. Fin 95, la commission rend son rapport. Et le 8 janvier 1978, ce rapport, presque intégralement, est repris dans une loi informatique, fichier et liberté de 1978. Alors, une loi qui est considérée par ceux qui travaillent sur ce domaine comme une loi monument. Elle a servi énormément à un tas d'autres pays qui avaient une législation de ce genre d'affaires, et elle est encore à la base de ce qui s'appelle le RGPD au niveau européen, qui régit les rapports de l'informatique pour les données personnelles et individuelles. Donc le projet Safari abandonné. Mais le répertoire continue. Ça sera la suite dessus. Le répertoire continue. Il n'y avait pas, vous avez vu, dans le répertoire, il n'y avait aucune mention juif ou pas juif, par exemple. Donc il n'était pas concerné par la grande lessive nécessaire des données sensibles. Donc le répertoire continue. Les naissances continuent d'être enregistrées et les numéros attribués. On reprendra tout à l'heure l'état du répertoire aujourd'hui. Mais là, voyons pourquoi, le problème maintenant, c'est de vous présenter pourquoi c'était si grave qu'un gouvernement stoppe un projet public qui avait autant de personnes qui le soutenaient, y compris des rapports les plus officiels au plus haut niveau de l'État. Si on était dans un cours, dans une salle de conférence, je demanderais, d'après vous, qu'est-ce qui était, où étaient les problèmes, bon. Mais je vais vous épargner cette interrogation, même si ce n'est pas écrit. La première critique qui a été faite par la Commission nationale informatique et liberté, qui est l'organe créé par la loi informatique et liberté pour veiller à son application, à son évolution, etc. La première critique qui a été faite, c'est de dire votre histoire de numéro, de diffusion du numéro et d'appareillement ne repose sur aucune base légale. Alors on pourrait dire base légale, ouais, on n'a pas rempli le bon papier au bon moment, ou foncé, c'est administratif. Non, c'est quelque chose de... Alors évidemment, on pourrait dire qu'en termes galants, ces choses-là sont dites, mais ça veut dire, l'INSEE, vous êtes occupé de trucs dont vous n'avez absolument pas à vous occuper. Ce n'est pas au rôle d'un corps technique de l'État de dire à l'administration ce qu'elle doit faire. Pour la CNIL, et donc pour la loi, le seul identifiant universel possible, c'est le nom patronymique, et non pas un numéro. Et d'ailleurs, la population apprécie peu en général, en tout cas moi, d'être pris comme un numéro pour l'administration. L'INSEE avait appelé son numéro national d'identité. La CNIL dit, remplacez-moi ça par numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques. Vous voyez, c'est pas tout à fait pareil. Il n'y a pas du tout la même ambition
dans ces deux interpellations. Autre décision de la CNIL, les identifiants doivent être spécifiques au domaine ministériel. On ne veut pas un identifiant national, on veut des identifiants. Si vous avez besoin d'un identifiant, vous le créez spécifiquement. Donc l'éducation nationale, les impôts, la comptabilité publique, et remplacez-moi tout ça par des identifiants propres à votre domaine d'application. Pour les impôts, ça sera le SPI, pour l'éducation nationale, ça sera le NIMEN, la comptabilité publique, je ne sais pas quoi, en tout cas. Donc, et au passage, quoi qu'il en coûte, comme on dit maintenant, et comme il s'agit de recréer d'autres répertoires d'identifiants, il y avait une facture qui était un peu salée. Je n'ai pas les chiffres, vous voyez. Autre problème, la CNIL dit votre histoire d'un numéro qui donne l'âge, le sexe, le lieu de naissance des gens, ça ne me plaît pas du tout. Ça en dit beaucoup trop sur des informations qui, après tout, sont des informations privées. Donc, vous allez remplacer votre numéro par un numéro non identifié, non signifiant. Là, je vous projette une carte d'identité américaine et une carte d'identité française. La carte de sécurité sociale américaine, vous voyez, vous êtes incapable de savoir si c'est un homme ou une femme, quel âge, etc., etc. Vous prenez au contraire la carte vitale qui est en dessous, vous voyez une photo, vous voyez que 2, 69, 05, 49, 588, 157, 80, la personne un peu habituée, c'est beaucoup de choses. La pharmacienne de mon village, quand je vais la voir, on parlait de je ne sais pas quoi, elle me dit, mais nous avons le même âge. Comment elle sait qu'on a le même âge? Ben, simplement, elle a regardé ma carte vitale. Vous voyez que la carte vitale, non seulement ça va dans les pharmacies, mais ça va aussi chez les employeurs, si vous avez un employeur qui va vous demander votre numéro de sécurité sociale. Si j'arrive chez mon employeur en jupette, au talon, etc., et avec une belle perruque, et qu'il voit ma carte d'identité C1, etc., il y a aussi un petit problème. Pourquoi il saurait ça? Et d'ailleurs, les associations LGBT, par exemple, réclament depuis un bon moment que tout ceci soit changé. Je continue quand même là-dessus, parce que sur les deux, par exemple, déjà, en 41, apparemment, faire un pour les hommes et deux pour les femmes, ça n'a pas provoqué, on dirait, du temps de Vichy, il y avait bien d'autres vagues à craindre. Quand Mitterrand a pris le pouvoir, excusez-moi, quand Mitterrand a été élu président de la République, il a nommé Yvette Roudy ministre de la Commission féminine, et l'un de ses premiers actes, ça a été d'écrire au directeur général de l'INSEE, en lui disant, monsieur le directeur, c'est intolérable que les hommes soient notés 1 et les femmes 2. Quelle est la justification de cette situation? Alors l'INSEE a répondu en s'appuyant sur des normes internationales, en disant l'ONU, la statistique de l'ONU prescrit de mettre 1 et 2. Et on dit que le cabinet ministériel à l'INSEE a dit, écoutez, la position 0 est libre. Si vous voulez, on met 0, 1. Il n'y a jamais eu de réponse. Autre préoccupation et condamnation de la CNIL, c'est empêcher qu'un nouvel nucléaire puisse utiliser l'informatique. Ça a été l'une de leurs obsessions principales. Donc, première chose, le répertoire ne doit pas contenir d'informations sensibles, religion en tout cas là, ça c'est clair. Tout ajout d'informations que les statisticiens ou les autres voudraient introduire doivent passer par un décret du Conseil d'État après avis de la CNIL, et un décret du Conseil d'État, c'est un peu... Enfin, il y a pas mal de garanties qui se trouvent derrière.
Et cerise sur le gâteau, la CNIL dit vos fichiers, style répertoire de la sécurité sociale, fichier d'état civil, fichier électoral, nous les estimons tellement dangereux qu'en cas de prise de pouvoir politique, de menace sur la démocratie ou de grand chaos informatique, vous devez pouvoir les détruire sur notre ordre. C'est tout de même une condition d'ailleurs difficile à remplir quand on sait comment il n'est pas simple de détruire des fichiers qui sont dupliqués, répartis. Pour les appareillements, la CNIL n'a pas voulu interdire a priori les appareillements. Simplement, c'est encadré, c'est-à-dire qu'il faut un dossier comme ça, expliquant pourquoi, expliquant ce qu'on va en faire, expliquant les sécurités qu'on prend, les études d'impact qu'on a faites, etc. C'est toujours pareil, un avis au Conseil d'État et un avis positif de la CNIL. Bien, on pourrait dire belle histoire. On a l'histoire de techniciens qui ont inventé un outil qui s'est révélé un peu dangereux, et le pouvoir politique a repris le pouvoir en disant top, pas question, dégagez-moi ça, et on met une loi qui va encadrer le fichage des individus. Donc on pourrait avoir un jugement finalement assez positif de cette histoire. Mais j'ai mis un point d'interrogation. J'ai mis un point d'interrogation parce qu'il y a un premier cas où, malgré tout ça, Safari existe, mais, détail important, il n'existe que pour les pauvres. Par un répertoire national commun de la protection sociale, le RNCPS, qui a été créé, qui a été lancé en 2006 et opérationnel en 2007. Alors de quoi s'agit-il? Sarkozy est au pouvoir et il y a une campagne un peu démente, mais qui réapparaît régulièrement en disant la plaie en France, c'est l'assistanat. L'assistanat, c'est pas possible, c'est même bien pire que la fraude fiscale, il faut lutter contre l'assistanat. Et Xavier Bertrand, qui est ministre des Affaires sociales à l'époque, déclare que on va arranger ça. À la fin de l'année, on est en 2006, à la fin de l'année, il va y avoir un fichier qui, pour chaque personne, va donner tous les subsides publics qu'elle reçoit. Caisse de retraite, allocation d'emploi, Pôle emploi, caisse d'allocation familiale, etc., etc. Et le but, c'est que désormais, chaque agent ayant à délivrer un subside public puisse, avant de le faire, taper, quoi donc, taper le NIR, taper le numéro d'identification sur son écran, et recevoir en échange la liste des prestations. Pourquoi faire? Pour voir s'il n'y en a pas quelques-unes en trop, par exemple, ou au moment, ou des choses comme ça. Le projet qui était annoncé pour fin 2006 est rentré en service en 2016. Pourquoi? Parce qu'il y a à peu près une dizaine de milliers d'organismes, vu la complexité de notre système social français, il y a à peu près une dizaine d'organismes qui versent des subsides pour diverses raisons aux personnes. Moi, je suis dedans parce que la Caisse des dépôts et de conciliation nous verse une retraite, par exemple. Mais, bref, il y a vraiment énormément d'organismes qui interviennent. Il a donc fallu que tous ces organismes-là mettent des procédures telles qu'ils puissent, devant chaque somme versée, indiquer le numéro de sécurité sociale. Y compris les CCAS, par exemple. Quand un CCAS donne 100 balles à une personne pour terminer le mois, il faut qu'il y ait l'indication du numéro de sécurité sociale. Et ça va apparaître dans la liste. Bon. C'est ce que certains appellent un safari, puisque pour les pauvres, vous voyez que là, sur le plan légal, il n'y a aucun problème. C'est l'utilisation du NIR dans le domaine social. Et le NIR a été réservé au domaine social et médical. Donc, c'est dans la loi. La CNIL a simplement trouvé hardi le fait qu'il y avait plus de 10 000 agents qui avaient à accéder à ce répertoire
et que ça faisait tout de même beaucoup, et qu'elle voulait voir de plus près les conditions de vérification de l'habilitation de ces 10 000 agents. Pour que n'importe qui, quand même, n'allait pas voir n'importe qui dans ces fichiers. Et vous voyez, grosso modo, c'est légal et c'est terrible. Mais il y a une autre façon de tourner la loi de 78 qui est plus intéressante et plus inquiétante. Le personnage, là, c'est Jean-Pierre Brard. Jean-Pierre Brard était maire de Montreuil, député communiste, et il dit « Vos histoires de liberté individuelle, c'est bon pour la bourgeoisie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la fraude fiscale. Parce qu'il y a un principe révolutionnaire important, tout autant que la liberté, c'est l'égalité des citoyens dans l'impôt. C'est incontestable. Et si le NIR me permet d'améliorer la lutte contre la fraude fiscale, le NIR, vous allez me le remettre dans mon fichier des impôts. Et alors là, c'est complètement contraire à la loi. Donc, bataille de la CNIL avec Brard et ceux qui le soutiennent. Ça remonte au ministre Fabius. C'est un peu épique comme discussion, et finalement, ça va remonter jusqu'au Conseil constitutionnel, qui va donner raison à Jean-Pierre Brard. Et vous avez l'annexe à la loi de finances, ou la loi de finances rectificative de 1999, qui dit on va réintroduire le NIR dans le fichier fiscal. Alors là, la CNIL a obtenu des aménagements, ça ne peut pas servir à n'importe quoi, ça doit rester en interne, ça ne doit pas figurer sur la fiche d'imposition du contribuable. Mais enfin, c'est pas ça. Mais c'est parfaitement légal, puisque il y a une loi. Et ce qu'une loi a écrit un jour, n'importe quelle autre loi disant le contraire peut être votée le lendemain. Et en 98, par un rapport tout à fait officiel, il y avait dénombré je ne vais pas marquer là, je crois 36 exceptions en 98, 36 lois d'exception à la loi informatique et liberté. Alors aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce numéro d'identification, jusqu'où il va, combien il y a de fichiers. Ce qu'on sait seulement, c'est qu'il y a un arrêté publié à Légifrance, un arrêté tout à fait officiel, qui énumère les applications et les fichiers qui ont le droit d'accéder ou d'utiliser en propre le numéro d'identification. Ce document fait une dizaine de pages, en petits caractères, c'est du JO, c'est jamais très long. Vous voyez qu'il faudrait, pour faire un bilan complet, il faudrait analyser tout ça et voir l'impact de ça. Alors c'est vrai qu'on n'a pas le numéro d'identification dans les cartes d'identité, sur le permis de conduire, des choses comme ça, mais on a l'impression que dans tous les fichiers où ça pouvait servir dans l'administration, souvent pour des raisons de contrôle, ce bilan reste à faire. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention, malgré la réalité du sujet, et ce serait avec plaisir que j'essaierai de répondre à vos questions.